Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la Grande Arène, le troisième match de la troisième semaine. Avant de commencer, on peut voir que je m'approche assez bien, on va dire, du Kyber. Donc c'est nickel. L'objectif se concrétise comme à chaque saison. Donc aujourd'hui, on affronte Catscan. Alors, 509 819 bannières à vie, donc c'est correct, hein. 1000 alors non, ça c'est les dons, ah, c'est pas la même chose. Donc 1033 batailles offensives de championnat remportées pour 412 batailles de défense réussies. Donc on est sur grosso modo du 60-40, 60%, 40% on va dire. Donc on va avoir une défense plutôt correcte, je pense. Donc je me suis pas spoilé, hein, comme d'habitude. Et division 1, Eurodium maximum, donc quelqu'un qui n'a jamais atteint le rang Kyber en division 1. En termes de flotte, il a le négociateur, 6 étoiles. Avec le GK, 1 Zeta, donc le seul Zeta qu'il a, mais relique 5, donc j'ai un gros avantage de speed sur le négociateur, donc s'il venait à être en défense, ça ne me poserait aucun problème. On a un Radius quand même, seulement 4 étoiles malheureusement pour lui. Alors il a tous les prérequis en termes de personnage pour Légende Galactique, mais il a pas son radius 5 étoiles, donc ça nous arrange, hein, écoutez. Et sinon, les 4 vaisseaux de flotte basiques, mais on remarque quand même que son Tarkin, son Akbar et son Throne ne sont absolument pas montés. Alors, on va dire que pour Tarkin et Akbar, ça peut se comprendre, mais par contre, son Throne est vraiment G8, quoi. Donc pas quelque chose d'extrêmement rapide. Extrêmement résistant surtout. Quoique en vrai 251 speed sur le Throne c'est pas mal. Mais voilà quoi, c'est une chips, il a 28 000 points de vie. Au total, hein, en cumulant santé et protection. Donc voilà. Donc ouais, en termes de personnage, voilà, on est sur quelque chose de vraiment assez correct. On a tous les prérequis pour JL. On a DR, donc Dark Revan, Padmé, Gas. Hum, alors Revan, je sais pas si je l'ai dit. On a du CLS, on a un Vador G13. Par contre, ouais, le boss qui est G12. Ouais, le Jolly est pas très bien monté, le Trium n'est pas très bien monté. Voilà, j'espère que j'ai mis les Géonosiens en défense d'ailleurs pour cette raison, je sais pas, on va vérifier ça. Donc on va juste remontrer avant le dernier match, parce que j'ai fait un message mais pas très clair dans les commentaires, donc au moins on va vraiment avoir le résultat correct ici. Donc 4 tentatives contre la DR, c'était pas mal, 2 tentatives contre les Sœurs de la Nuit, donc il a vraiment énormément dépensé de team ici. Hop, à l'étage, il a mis une tenta contre Magrivus qui a foiré, un one-shot sur les Géonosiens pour 47 bannières. Newt Gunray n'a pas été touché une seule fois. Et dans le bac, pas de tentative. Donc voilà, j'avais fixé un record de bien, oui, on est bon. Donc oui, j'avais blessé le SLKR parce que j'avais pas grand chose pour le battre, donc voilà. Donc mon adversaire, voilà, donc Katskan, il a déjà joué, donc pour 1251 bannières, et il semblerait qu'il n'est pas full clear. Et c'est peut-être dû à la défense que j'ai changé pour une fois. Donc pour ce match, j'ai décidé de changer un peu ma défense. Alors pas des trucs de fou non plus, j'ai pas tout changé, mais j'ai changé quelques teams en tout cas. Et justement, je me disais que si mon adversaire regardait dans mon historique, eh bien il se ferait avoir. Je sais pas si c'est ce qui s'est passé, néanmoins, on va vérifier ça de ce qui s'est passé, donc c'est plutôt cool. Donc one shot Grievous, one shot Sœur de la Nuit, c'est classique. Ensuite, on a les chasseurs de primes qui se sont fait one shot. Pas étonnant, parce que l'armurière en vrai est assez fragile, donc c'est un peu du 5 vs 4, enfin bref. La team Nutgunray s'est fait attaquer aussi. Nest a pris quelques petits dégâts, c'est surtout Nutgunray. J'imagine, et ça j'en suis presque sûr, que Nutgunray s'est fait tuer une fois. Et vu que quand Nutgunray meurt pour la première fois, s'il n'y a pas de personnage pour empêcher les revives, il revient une fois à la vie full vie. Et là, c'est ce qu'on peut voir, hein, il est quasiment full vie, donc peut-être que c'est ce qui s'est passé. Ou alors mon adversaire a juste pété la protection, je sais pas. À l'étage, et là c'est là où j'ai vraiment changé beaucoup de choses, voilà, j'ai mis CLS
Ouais, en vrai, regardez, ça c'était plutôt cool. Donc il a mis 2 tentacles contre mon Triumviracite. Je l'ai mis en défense. Pour la simple et bonne raison que les Géonosiens de mon adversaire sont full G13. Donc mon Trium n'aurait pas été très efficient. Donc je l'ai mis en défense. En plus, vu que dans mon historique je le mets jamais, ce Triumviracite, eh bien ça l'a surpris, j'imagine. Et donc 2 tentatives dessus. On a 2 tentatives sur la Team Ray. Alors, comparé à d'habitude je mets la Ray pilleuse à la place du contrebandier, mais vu que le contrebandier, je suis en train de le monter G13, et que je lui ai mis des modules, etc., je l'ai mis à la place de Ray pour voir, et ça a l'air d'avoir fonctionné visiblement. Et j'ai mis CLS en défense pour la première fois depuis que j'ai commencé les grandes arènes, donc en 18 saisons, c'est la première fois que je le mets en défense, en 5 vs 5 en tout cas. Et ça a l'air d'avoir fait son effet, hein, 2 tentatives qui n'ont abouti à rien du tout, si ce n'est à enlever un peu de vie et un peu de protection. En termes de vaisseaux, j'ai toujours les flottes habituelles, à savoir l'Empire et le Malveillant. Donc même s'il était passé, eh bien, il aurait quand même fallu se coltiner les flottes. Donc voilà. Donc voilà pour ce qui est de ma défense, j'en suis plutôt satisfait visiblement, puisque ça a l'air d'avoir fonctionné. Et donc on peut passer à l'attaque de façon assez sereine. Alors, on a une team Ray, RJT, ouais, RJT en français, donc Ray entraînement du Jedi, avec Ray Pieuse, euh, Poe et Finn, héros de la résistance, et BB-8. Donc ça pour l'instant, à première vue, ça semble être la team la plus puissante qu'il y a en défense, donc ça il va falloir faire extrêmement attention, parce que les 2 héros de la résistance sont vraiment des personnages extrêmement puissants. Donc ça, je vais vraiment faire attention. Ensuite, on a une team avec le reste de sa résistance, donc à savoir Finn Lead, avec Amelie Noldo, Poe, Rose et le contrebandier Chewbacca. Moi, j'aurais plutôt mis le contrebandier Han Solo à la place de Rostico, parce que les deux ensemble sont vraiment un sacré duo, à coup de gros tours bonus, ce qui fait qu'ils sont assez costauds à tomber, donc voilà. Et on a une team Padmé, avec 2 personnages G12, ce qui amoindrit, on va dire, l'effet que peut nous faire cette team. Donc voilà. Donc pour l'instant, en haut, on a quand même 2 grosses teams avec une team moyenne, même si la team moyenne peut faire de gros dégâts. Ensuite, on a une team Palpatine avec Vador G13 qui a les 3 états, donc le massacre implacable, ça va falloir faire attention. Et on a les Sœurs de la Nuit avec Mertalzin Lead, donc ça aussi il va falloir faire attention. Alors je vais dans un premier temps faire un combo que j'aime bien. Alors je fais que ça record, oui ça record toujours. Un combo que j'aime beaucoup, et ça vous commencez à en avoir l'habitude sur cette chaîne, c'est le combo donc premier ordre, comme vous pouvez le voir à l'écran, hein, je vous apprends rien, et Wat Tambor, qui est à mon sens, alors j'ai oublié de mettre un personnage, je peux en mettre un cinquième quand même, on va pas déconner. Donc ce combo, hein, en fait, ça va être Wat Tambor qui va être le grand pilier de ce combat, puisque c'est lui qui va vraiment permettre à la team première de counter les Sœurs de la Nuit. Ce counter sans Wat Tambor, ça ne fonctionne pas, ou alors vous allez avoir énormément de mal. En tout cas, moi je vous le conseille absolument pas. Si vous n'avez pas Wat Tambor, en fait, Wat Tambor va pouvoir donner des technologies, on va dire. Donc c'est des boosts en fait ça ne se dit pas, qui vont permettre justement à vos personnages d'infliger les bons dégâts, les bons effets et pouvoir tanker. Donc vous avez une première technologie, une première tech qui est la tech qui va donner raillerie infinie au tank, tant que ce tank a de la protection. Et en plus de cette raillerie infinie, tant que vous avez de la protection, vous récupérez 30% de protection au début du tour de votre tank qui a la technologie justement. Les technologies d'ailleurs sont limitées à 1 par personnage tant que le personnage est en vie, hein, je préfère le préciser. Donc moi je vais mettre cette technologie sur Kylo Ren. Et ensuite je vais mettre une deuxième technologie donc, qui est le Blastech, donc la toute dernière technologie à droite quand on va voir ces spéciales apparaître sur l'exécuteur qui en fait va permettre plusieurs choses. Déjà vous allez gagner 15% de TM à chaque fois qu'un adversaire va jouer. Donc TM jauge de tour, hein, donc 15% de jauge de tour à chaque fois qu'un ennemi va jouer. Donc l'exécuteur va jouer beaucoup rapidement, donc même si vous n'avez pas beaucoup de speed sur votre exécuteur, eh bien ces 15% de jauge de tour vont être assez handicapants pour votre adversaire.
Surtout que la team Sœurs de la Nuit n'a pas de confusion, ce qui fait que les gains de jauge de tour ne seront pas empêchés, c'est qui est cool. Et on a un troisième tech qui est pas très utile dans le premier ordre, je trouve, mais qui est toujours intéressant, on va dire. C'est toujours ça de prix, on va dire. C'est un tech de soins, je sais pas très exactement ce qu'il fait, parce que bah, en fait je le mets mais sans vraiment lire. Donc on va lire ça ensemble juste après, quand ce sera autour de Wattembor. Donc Wattembor avec son Zeta dispose d'un tour bonus en début de combat avant que n'importe qui a un tour, ne serait-ce qu'un bonus de jauge de tour, comme vous pouvez le voir, hein, il n'y a personne qui a de jauge de tour sauf Wattembor. Donc comme je disais, je mets toujours cette tech en premier sur Kylo Ren, et c'est important de mettre la tech de protection sur Kylo Ren en premier, et pas la tech de dégâts sur l'exécuteur, parce que il faut impérativement que Kylo garde sa raillerie, et ça c'est très très important. C'est non négociable, hein, c'est clairement la tech en premier, point. Euh, Impérativement, donc voilà, on met cette deuxième tech ensuite sur l'exécuteur. Hop, et maintenant Wattembor peut mourir, c'est pas très grave. Bien que, bien évidemment, on va éviter, hein, tout simplement. Donc voilà, donc là on va se débarrasser des menaces. Donc oui, aussi il faut savoir que avec la tech que j'ai mis sur l'exécuteur, donc le blast tech, j'ignore aussi la défense de mon adversaire, ce qui fait que même si mon adversaire est modé en protection, en défense, etc., je vais ignorer tout ça. Et à chaque fois que je vais achever un adversaire, comme ça, eh bien il ne peut pas être revive, ne serait-ce que par le sacrifice du zombie, ou les revives de Daka qui donnent la force, on va dire, à la team adverse. C'est les revives des Sœurs de la Nuit, hein, très clairement, qui fait que les Sœurs de la Nuit sont aussi redoutables. Alors, hop, on va réduire ça, jauge de tour. On va achever Daka. Hop, euh, hop, voilà. Donc oui, la tech que je disais, donc voilà, récupère 5% de santé et de protection au début du tour de chaque personnage, ainsi qu'un bonus de protection de 5% s'il s'agit d'un séparatiste. Donc c'est plutôt cool. Moi, cependant, je vais pas la mettre parce que j'ai besoin de récupérer ma santé avec les personnages, donc hop, voilà. Vous vous êtes peut-être posé la question de pourquoi j'ai mis Hux et pas un autre personnage du premier ordre. Alors beaucoup savent que Hux est un très bon personnage et ne se sont pas posé la question. Mais peut-être que d'autres personnes se sont amenées à se poser cette question. Eh bien, tout simplement parce que Hux, sur sa première spéciale, alors je sais pas si c'est forcément avec l'avantage ou non, mais il a la capacité de dispel les bonus adversaires, dont le camouflage de l'acolyte, ce qui en fait permet en fait ce counter d'être possible tout simplement. Parce que en fait l'acolyte sur sa basique a 80% de chance de se mettre invisible, donc autant vous dire que c'est quasi tout le temps, hein. Et par conséquent, si vous n'avez pas de quoi dispel ou d'attaque de zone, eh bien l'acolyte va être très dur à tomber, voire quasi impossible. C'est pour ça que j'ai mis Hux. Une alternative qui aurait été possible à la place de Hux, c'est le Kylo Ren avec masque, puisque ce dernier dispose d'une AoE. Donc vous auriez été capable de toucher l'acolyte, justement avec avec le Kylo Ren. Mais j'ai préféré Hux pour deux raisons. La première, c'est qu'il y aurait peut-être l'ancienne République dans le bac qui me permet en fait de faire un solotage avec Kylo Ren, donc c'est 4 bannières en plus, donc ça c'est une chose. Et la deuxième, c'est que Hux en fait est un très gros personnage de soutien. Déjà il dispel, il a une masse assist sur la même capacité, donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et il a la capacité de passer sa jauge de tour à un allié, un peu comme un Throne, j'ai envie de vous dire. Sauf que ce dernier, s'il a l'avantage, Hux, s'il a l'avantage, quand il fait ce passage de tour aux alliés, on va dire, il reset les cooldowns, donc c'est-à-dire que vous disposez de toutes vos spéciales. Et ça, en fait, c'est super fort, par exemple, quand vous passez votre jauge de tour au Kylo Ren sans masque, puisque vous pouvez faire deux doubles stuns à la suite. Donc, il va faire un stun pendant 2 tours sur un personnage, gain de jauge de tour avec Hux, hop, deuxième stun. Ce qui fait que deux personnages en face sont étourdis pendant 2 tours, et 2 tours en fait c'est super long, on se rend pas compte, mais vraiment un personnage légumisé pendant 2 tours, il suffit que ce soit votre main damage healer et c'est terminé. Donc c'est pour ça que Hux c'est vraiment, je trouve, un très bon personnage. Et ouais, Capital Games a vraiment
a vraiment rendu hommage au général Hux, qui est moins bon dans les films que dans le jeu. C'est assez spécial quand même, mais bon, euh, j'aime beaucoup. Donc oui, ouais, l'exécuteur, hein, vraiment avec le Blastech de Watt-Tembor, il peut vraiment empêcher les revives, etc. Donc ça, c'est vraiment plutôt cool, hein. Alors, pour counter une team Vador, c'est pas une team qu'on voit tous les jours, j'ai envie de dire, une CLS également. Donc, comment on va s'y prendre? Eh bien, on va partir du principe que je vais utiliser Dark Revan sur l'arrêt avec les doubles héros de la résistance et Revan sur Padmé. Par conséquent, qu'est-ce qui me reste pour ça? Alors ça, c'est pas le bon onglet. Ouais, ça, en vrai, c'était mon onglet que j'avais fait exactement pour le match d'avant. Bon, enfin bref. Donc j'ai une Padmé. Euh, Padmé que je peux garder éventuellement. Euh, En vrai, je peux utiliser Vador. Je vais regarder si j'ai l'avantage de la speed sur mon adversaire. Ça va de soi. Je sais pas, en vrai, j'ai pas vraiment regardé les modes de mon adversaire. Peut-être une erreur de ma part. Euh, Ouais, donc il a 227 de speed avec 3 alliés de l'Empire, dont un site. Donc il faut que je rajoute un minimum de personnages. Alors 5v5 attaque, donc on va prendre ce trio. Comme ça on a le même trio de tête que mon adversaire, sauf que bah, du coup le mien est un peu plus étoffé. On va rajouter Tarkin pour booster un peu la speed de Vador, comme ça on est vraiment sûr que Vador a l'avantage. Donc moi je suis à 257 de speed de base normalement, je vais vérifier, peut-être que j'ai changé des modules entre temps, je sais pas. 257, donc oui j'ai bien choisi. Donc là j'ai les mêmes avantages de vitesse que le Dark Vador en face, parce que je rappelle que sur l'unique vous avez un bonus de 8 de vitesse pour chaque allié de l'Empire ou site, et en gros c'est doublé si le personnage a un double tag. Par exemple, si un personnage a le tag Empire et site, comme Palpatine ou Vador par exemple, ce sera pas 8 mais 16 de speed. Par conséquent, euh, alors j'ai oublié ce que j'allais dire. Par conséquent, ouais, il faut bien que je fasse attention à avoir plus ou moins les mêmes personnages pour avoir les mêmes bonus, pour éviter d'être surpris par un Vador qui va jouer avant moi. Donc voilà. Et d'ailleurs, c'est important d'avoir Palpatine du coup, puisque Palpatine va donner plus 16 à Vador, et Vador se compte lui-même comme un allié, donc plus 16. Donc c'est important. Ici, on rajoute Thrawn, important pour mettre une fracture sur le Wampa. Le Wampa ici va avoir plusieurs utilités à mon adversaire, à savoir de me mettre une confusion de masse. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il y a le Wampa, hein, c'est pour la confusion de masse, pour éviter que je fasse un miroir. Donc un miroir, c'est la même team contre la même team, hein, pas forcément la même compo d'ailleurs, mais la même team contre la même team. Donc c'est pour ça, à mon avis, qu'il a mis le Wampa. Et le Wampa contre-attaque naturellement. Donc les baffes d'un Wampa G13, ça pardonne pas. Donc la fracture, vraiment pour l'immobiliser, être tranquille, au moins c'est bon. Tarkin, c'est à mon sens un personnage de l'Empire assez sous-estimé dans le jeu, mais pourtant il est très bon puisqu'il met un malus d'attaque, donc pas trop mal pour réduire les dégâts adverses, surtout d'un Vador, le Vador G13 qui fait extrêmement mal, et une réduction de jauge de tour qui est, à mon sens, sous-estimé, sous-exploité, hein, très clairement. En plus, son leader est pas trop mal si vous avez besoin de speed. Bon, moi, c'est pas trop mon cas, mais c'est vrai que dans certains cas, ça peut être plutôt intéressant. Donc là, on met l'écrasement de force parce que on gagne un tour bonus sous Palpatine Lead, oui, quand on utilise l'écrasement de force. Donc, entrave de capacité sur Vador. Comme ça, il n'utilise pas le massacre implacable et l'écrasement de force. On va mettre une lama batteuse pour one-shot Thrawn, hein, puisqu'il est assez faible. Entrave de capacité sur Palpatine, écrasement de force sur le Wampa, puisque ce dernier contre-attaque naturellement, comme je l'ai dit. Donc l'écrasement de force, hein, votre adversaire ne peut pas contre-attaquer. Donc toujours utiliser l'écrasement de force en priorité sur ceux qui ne peuvent pas contre-attaquer, sur ceux qui contre-attaquent naturellement. Là, on va tenter une petite lama batteuse sur Vador. Il a 7 malus, 8 malus même. Et mon Vador est quand même R4 avec un 7 de dégâts critiques. Donc normalement, je peux le one-shot. Ouh. Ouais, mais il n'y a pas de problème puisque normalement, avec à la fois Tarkin et Palpatine, je vais jouer avant.
ce qui me permet de lancer la fracture sur Wampa. Hop, on achève le Dark Vador comme prévu, et là il ne nous reste plus qu'à défoncer le Wampa. C'était un peu risqué le coup de la lame à pâté sur Vador, j'aurais peut-être dû attendre un tout petit peu plus. Mais en vrai, non, il n'y a pas de mais en fait, j'aurais juste dû attendre. Ouais. Bon, on l'a one shot, c'est le principal, hein. On va pas extrapoler sur ça 10 ans. Donc là, on a vraiment deux teams. Alors, j'allais dire mauvaises, mais non, elles sont pas mauvaises, elles sont bien, mais elles sont juste pas très bien gear. Donc ça, on va pas lancer nos meilleurs teams dessus, ça c'est une certitude. Donc à l'étage, j'aime bien dire à l'étage, c'est marrant. Donc on va utiliser le counter Revan versus Padmé. Pourquoi j'utilise toujours Revan versus Padmé? Eh bien parce que c'est un counter que je maîtrise tout simplement. Et parfois c'est toujours plus intéressant d'utiliser un counter qu'on maîtrise, dans le sens où au moins on s'assure de la victoire. Après, je suis en train de me dire que ça pourrait rajouter du piment d'utiliser un autre counter que j'utilise pas trop souvent. Ça me permettrait de m'exercer. C'est pas faux. On pourrait faire ça en vrai. S'exercer. Surtout qu'en face, il y a Anakin et Yoda G12. Ce qui fait que c'est moins bien gear que ce que j'ai l'habitude. Et on pourrait justement s'exercer à faire du Revan versus Rey. Ouais, on va faire ça, je pense. On va changer un petit peu. Dans le sens où je suis sûr de la victoire parce que je peux toujours clean les deux teams en bas et me récupérer les points du territoire. Et plus multi-shot les teams si besoin ici. Donc voilà. Donc je vais utiliser Revan avec Malak versus Padmé. On va essayer. Euh, c'est pas un counter que j'ai l'habitude d'utiliser. Je l'ai déjà fait. C'est pas super efficient. C'est pas 100% de win rate. Donc on va faire ça. Empire Sith. Je vais m'en rajouter un petit dernier quand même. On va faire attention de pas faire l'imbécile. Donc on va utiliser Dark Revan avec toute la team, avec Malak, BSF, etc. contre Padmé. Je l'ai déjà fait, je l'ai déjà battu, donc je lance pas un combat désespéré, hein. Donc moi ce que je compte faire là, ça va être de mettre le multi-choc contre tout le monde, bah sur tout le monde. Comme ça, pas de bonus de jauge de tour, etc. De gain de protection, pardon. Là, on va mettre l'entrave de capacité sur Padmé, comme ça, pas de gain de stack Alors, je vais me, me répéter en parlant mieux. Euh, En mettant l'entrave de capacité, j'empêche les gains de bonus de protection et de soins. Donc on est bon. Là, on va défoncer Anakin comme on a l'habitude de le faire. Là, malheureusement, j'ai la marque de la mort sur Padmé, donc je suis obligé de la focus. On va lancer cette capacité qui va faire super mal normalement. Voilà. Hop. Alors, Padmé est immunisé à la peur, c'est problématique. On va choc Kenobi pour qu'il perde la raillerie, hein, tout simplement. Hop. Donc on a achevé Padmé pour éviter qu'elle joue un tour et qu'elle soigne. J'ai d'ailleurs choisi de tuer Padmé avant Anakin puisque Anakin avait la peur, ce qui fait que s'il avait un tour bonus, ce qui a été le cas bien sûr, eh bien, euh, eh bien il joue son tour bonus, mais vu qu'il a la peur, il joue pas son tour techniquement. Du coup c'était une bonne idée. Voilà, 55 bannières, les AoE d'Anakin sont assez violentes quand on sait que justement la team Dark Revan a du mal à récupérer sa protection. Donc voilà. Donc c'est un counter, voilà, je l'ai essayé, ça marche, c'est plutôt correct. Alors oui, ça aurait été plus efficient d'utiliser Revan, c'est sûr, c'est une certitude. Mais comme je l'ai dit, j'avais envie d'essayer autre chose pour vous apprendre des trucs, d'une part. Et d'autre part, toujours utiliser les mêmes counters, ça peut être un peu problématique dans le sens où si un jour vous avez besoin de votre counter, de votre Evan par exemple pour counter autre chose qu'une Padmé et que par exemple derrière la team que vous avez counter vous trouvez une Padmé, et bien si vous avez jamais pratiqué autre chose que du Revan versus Padmé, bah, vous vous retrouvez à devoir essayer autre chose justement et ça peut parfois mener à des catastrophes, notamment des défaites. Donc on fait bien attention à ça, à bien pratiquer différents counters. Aujourd'hui j'ai essayé Dark Revan, ce qui a marché, c'est plutôt cool.
Et voilà. Je sais également que vraiment Malak, c'est un peu le personnage. Alors j'allais dire passe-partout, mais pas vraiment. C'est un peu un personnage clé dans la team Darkrevan, parce que même si votre Darkrevan se fait un peu éclater, on va dire, par la team Padmé, c'est vrai que Malak, même en 1vs5, il est quand même assez compliqué à tomber. Néanmoins, moi je suis pas non plus un super grand fan de faire du 1vs5 quand on sait que le Anakin est toujours en vie en face, parce que le Anakin a l'immunité aux soins et Malak compte vraiment sur son drain de vie pour rester en vie le plus longtemps possible. Ce qui fait que s'il peut pas se soigner, ben ses drains de vie sont pas exceptionnels, même s'ils font beaucoup de dégâts. Mais c'est vrai que ouais, en fait, vraiment, Malak va être très très fort pour survivre très longtemps contre Padmé, JK, Ahsoka et le quatrième personnage. Euh, mais il faut que le Anakin soit mort. Donc vraiment, si vous avez la sensation que votre counter Dark Revan est vraiment en train de tourner au vinaigre, si vous avez une fenêtre de tir pour tomber le Anakin, faites-le, parce que vous augmentez vos chances de victoire en 1vs4 avec le Malak. Surtout si vous êtes modé en ténacité pour résister justement au coup de pied de Ahsoka, de Padmé, qui peut vous stun. Et si vous avez de la ténacité, bah justement, ça va empêcher ce stun. Donc ouais, si vous avez une fenêtre de tir avec votre Dark Revan pour tomber le Anakin, faites-le, comme ça vous augmentez vos chances de win rate. Donc beaucoup de blabla hein, pour ce counter, mais c'est vrai que c'était intéressant d'en parler pour une fois et de changer les counters. Donc voilà. Alors là, on va faire un counter que j'ai jamais pratiqué, enfin pas dans cette composition précise. Là, on va faire Revan versus Rey. Alors Revan versus Rey, c'est quelque chose qui marche assez bien, on va dire. Sauf que cette fois, il y a les deux héros de la Résistance qui sont deux excellents personnages de la Résistance. Et c'est d'ailleurs ce qui est super kiffant à faire à augmenter quand vous faites Rey Légende Galactique. C'est Rey et Poe, hein. Les deux sont vraiment très bons en héros de la Résistance. Grosse capacité de régène, gros gain de jauge de tour, enfin ça s'échange les jauges de tour en veux-tu en voilà. Gros dégâts, hein, ça c'est sûr et certain. Ce qui en fait d'une team très compliquée à tomber. Surtout qu'en plus, c'est des personnages qui sont quand même assez rapides, sans vraiment forcer, hein. Là, on est à peine à plus 102 de speed, on est déjà sur du 285 de speed, c'est quand même vraiment très intéressant. Et vraiment, c'est une team très compliquée à tomber. Euh, donc voilà. Pour vous dire, un counter très récurrent sur cette team Ray, c'est CLS. Ouais, c'est vraiment un counter très récurrent qu'on peut voir, qu'on voit beaucoup de personnes utiliser, avec le Chupimo là qui va mettre tout ce qui va être cécité, etc. Et vraiment être très efficace contre la team Ray. Donc ça c'est une team à ne surtout pas sous-estimer. Parce que c'est vrai que Ray, on peut avoir tendance à penser que c'est une team assez basse dans l'échelle de la méta. En haut on retrouvera toujours les légendes galactiques et plus on descend, voilà, plus on trouve des teams moins fortes. Et on pourrait avoir tendance à dire que Ray c'est pas une team très forte parce que c'est quelque chose qu'on va surtout utiliser pour counter du chasseur de primes, etc. Mais c'est vrai que si vous rajoutez les deux héros de la résistance, eh bien ça montre assez haut dans la méta. Et j'ai déjà vu cette team, alors pas cette compo exacte, mais au moins avec les deux héros de la résistance et Rey en lead, counter du Dark Revan sans aucun problème. Donc ouais, faire attention à cette team qui peut être assez dévastatrice. Et c'est pour ça que je vais utiliser Revan. Je pourrais utiliser Gas, mais en fait, si j'utilise Gas, je suis sûr de la victoire. Et moi, mon but, c'est pas d'être sûr de la victoire dans ce match-là, c'est d'apprendre des choses. Alors, je reviens 30 secondes, j'ai un petit truc. Hop, ben voilà. Hop, des bêtises de chat, toujours, hein. On commence à avoir l'habitude, évidemment. Donc, on est reparti, comme je disais. Donc, ouais, je vais utiliser Revan, justement, contre cette team. Alors, en termes de focus, ici vraiment tous les personnages sont des menaces. Répieuse en R7, c'est un colosse. Les deux héros de la résistance, comme je vous disais, sont vraiment un ajout vraiment terrible à la team résistance, donc on fait attention. BB8 avec son avenir lucide, donc je crois que c'est le nom de la spéciale, hein, la deuxième spéciale, qui va donner énormément de boost, qui va soigner, etc. Et Ré, hein, qui a une grosse capacité de immunité aux soins, réduction de charge de tour, etc. Mais moi je vais focus Finn en premier. Il faut que je tombe un des deux héros, ça c'est une certitude. Mais c'est vrai que Finn déjà a une grosse capacité de soins, donc fais attention. Il donne de la jauge de tour, enfin bref, il donne l'inspiration aussi, je sais plus exactement ce que ça fait. On lira ça après, mais c'est vrai que l'inspiration c'est quelque chose qui fait assez mal. Hop, donc là j'ai tombé le héros de la résistance Finn, on a tombé la répieuse.
Alors elle était pas très tanky, à ma grande surprise, pour un personnage R7, c'était plutôt fragile. Oui, plus le petit stun qui fait plaisir, hein. Mais ouais, je l'ai one shot, plutôt balèze. Euh, Hop, donc là on va tomber ensuite le héros de la résistance, que j'ai plutôt défoncé également. Hop, ouais, en fait je les défonce assez facilement. Je suis plutôt étonné, dans le sens où je m'attendais à quelque chose de plus balèze. Alors c'est peut-être une question de module qui a pêché, parce que là en fait ils me font un peu mentir les bougres. Euh, je vous ai peint la team comme quelque chose de sensationnel, de super fort, et au final j'ai one shot Ray, j'ai défoncé Po. Ray je l'ai complètement éliminé, donc je sais pas, c'est je l'ai, waouh, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas je les ai plutôt bien battus. Après, c'est vrai qu'ils n'avaient pas l'avantage de la speed, ce qui peut être quelque chose dans leur défaveur quand ils affrontent un Revan, c'est sûr. Mais on va aller vérifier leur mode, parce qu'il y a quelque chose qui cloche. Ils sont censés être plus tanky et plus dangereux, hein, normalement. Donc on a un module d'attaque avec 2 en santé. Ouais, on est sur du 100 000. Après, c'est vrai que j'ai quand même des modules en termes de dégâts qui sont assez intéressants, donc c'est vrai que ça peut aider. Ouais, ils sont assez tanky, assez rapides, mais pas assez rapides. C'est vrai que j'ai un plus 25 de speed sur le lead de Revan. Donc c'est vrai que ça m'a aidé à les outspeed et à éliminer les menaces rapidement. Mais typiquement, le Finn, dans mes souvenirs et dans toutes les vidéos que j'ai vues, il est quand même beaucoup plus résistant que ça. Après, c'est vrai que la répieuse, c'est un petit peu dommage. J'aurais préféré voir un C3PO ou un R2 à la place. Mais c'est vrai que bon, voilà. Bon, bref, enfin, bref, je vous invite vraiment à aller faire un petit tour sur YouTube et à vérifier, à allez voir que je vous dis pas des cracks. Tapez juste réentraînement de Jedi avec héros de la résistance et vous allez voir des match-up vraiment très intéressants où vous allez voir avec Finn et Poe qui sont juste vraiment super forts, hein. Je vous raconte pas des conneries, c'est juste que là vraiment j'ai pas compris ce qui s'est passé. Enfin bref. Pour cette team là on va partir sur un overkill. J'ai envie de faire un overkill là, j'ai envie de me défouler un peu. Hop, on va mettre Rex et on va mettre Arc. Hop, on est parti. Euh, donc voilà, l'arrêt qui est un peu décevante, mais bon. Alors, là on va focus le contrebandier en premier. C'est quand même un personnage qui met des patates assez ahurissantes sur sa spéciale, donc à éviter. Hop, on va mettre une confusion sur tout le monde pour éviter tout jauge de tour, etc. Hop, on va réduire un petit peu la jauge de tour de Finn. Hop. Alors, je sais pas si Amelie Noldo a son état. Si quand on maintient le doigt sur le personnage, on peut voir que ça s'affiche apparaître. Et justement, on voit qu'elle a le zeta. Donc là, je vais juste faire ça pour la démonstration. Mais quand un des alliés de Amelie Noldo perd la prévoyance, elle gagne la raillerie. Donc là, hop, voilà, elle a gagné la raillerie puisque j'ai utilisé une capacité sur peau qui a fait perdre la prévoyance. Donc vous voyez que Amelie Noldo a gagné la prévoyance. Et ça, c'est quelque chose, pas la prévoyance, mais la raillerie, elle a gagné la raillerie. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention si vous utilisez une team qui a besoin de focus un personnage en priorité dans la team adverse et qui a une Amelie Noldo. On fait bien attention à ce que le personnage que vous allez focus n'a pas la raillerie, la prévoyance, pardon, pour éviter de donner la raillerie à Amelie Noldo qui, sans dispel, va vous mettre plutôt dans le mal. Donc on fait attention à ça, hein, bien sûr. Donc là, voilà, il nous reste plus qu'à mini Noldo, hein. Hop, petit assaut aérien pour le plaisir. C'est toujours agréable de voir l'animation, hein, de la spéciale. Mais ouais, donc là, c'était juste, voilà, je vous ai appris le Ami Noldo, ce qu'elle pouvait faire. C'était vraiment ça, sa grosse capacité. Et sa spéciale aussi, qui est pas trop mal. Alors, on n'a pas pu la voir ici, mais en fait, la spéciale, sa première spéciale est une AoE qui va mettre la confusion. Donc ça, c'est pas trop mal pour les teams qui, justement, jouent beaucoup sur le gain de jauge de TM. Donc à faire attention. Et sa deuxième spéciale qui fonctionne
Alors est-ce qu'il y a un point de comparaison? Je ne pense pas, mais elle va redonner quand même beaucoup de protection. Alors on va aller faire un petit tour des kits de la résistance. Hop, en plus mon adversaire les a tous montés, donc c'est pratique. Alors voilà, Ami Noldo, hop, voilà, répit. Donc dissipe tous les affaiblissements en cours sur la cible alliée, c'est pas mal, qui récupère 40% de santé et de protection. Donc on a plus ou moins un équivalent de la deuxième spéciale de Sron, sauf que là on n'a pas un échange de gains de jauge de tour, et on récupère un peu moins de protection, mais c'est vrai que c'est pas trop mal pour la résistance. Ça aurait été plus intéressant de mettre Ami Noldo à la place de Répieuse dans la team de mon adversaire. Ouais, c'est vrai que ça aurait pu vraiment l'aider à faire tanker sa team un peu plus longtemps. Surtout avec Répi justement. Donc voilà. Mais ouais, Ami Noldo assez intéressant. C'est pas le meilleur personnage, mais ça reste quand même assez intéressant. Et je voulais regarder, j'avais dit qu'on allait regarder avec voilà, Héros de la Résistance Finn. Alors, faut trouver la capacité qui parle de l'aspiration. Peut-être c'est ça, hein. Dissipe tous les affaiblissements de tous les alliés, c'est pas mal. Inflige des dégâts spéciaux à tous les ennemis et rallie tous les alliés de la résistance. Les personnages ralliés agissent en fonction de leur rôle. Donc les tanks utilisent la raillerie et bénéficient de l'immunité au coup critique pendant 2 tours. Donc c'est pour ça hein, que la team était assez facile à tomber. C'est que déjà il n'a pas eu le temps d'utiliser cette grenade. Les attaquants apportent leur aide, donc ça à mon avis ça va être une assistance. Euh, et les soigneurs et les soutiens restaurent 15% de santé et de protection à tous les alliés, donc il y a ça qui est pas mal. Voilà, là il y a la capacité qui parle de l'inspiration, donc le héros de la résistance fine est inspiré et inflige des dégâts spéciaux 2 fois à la cible ennemie, donc 2 fois à mon avis ça doit être 2 lignes de dégâts, hein, qui ne peut pas les esquiver, échange la jauge de tour avec un autre allié de la résistance. Généralement il va faire ça avec le héros de la résistance Po, ce qui va justement vraiment permettre cet échange entre les deux, où il va y avoir beaucoup de dégâts. Et si la cible est le héros de la résistance Po, bah voilà justement, il est également inspiré. Cette attaque bénéficie d'une pénétration de défense supplémentaire de 10% et de 5% de dégâts critiques supplémentaires pour chaque allié inspiré. Inspiré de points, les personnages de la résistance gagnent des bonus lorsqu'ils sont inspirés. Cet effet expire après avoir subi 3 coups critiques. Donc c'est vraiment plutôt intéressant. Euh, Voilà, en plus là on continue hein, sur l'unique. De plus, lorsque le héros de la résistance fine est inspiré, quand un allié n'est pas en mesure d'utiliser une capacité pendant son tour, il récupère 40% de santé et de protection et gagne 40% de jauge de tour, donc ça c'est vraiment très fort. Et je vais vous présenter une des deux spéciales euh, de notre cher héros Po. Euh, alors est-ce que c'est celle-là? Non, c'est plutôt celle-là. Euh, Alors je pensais qu'il y avait un échange de jauge de tour, mais pas vraiment. Euh, Mais en tout cas oui, ça permet de... Ouais, ça, vraiment lui il fait quand même beaucoup de dégâts, il met beaucoup de malus. Ici voilà, confusion et faux pas, c'est vraiment pas mal, hein. Le faux pas c'est cet état qui fait que au prochain coup que le personnage qui a faux pas va subir, la jauge de tour va réduire à 0 en fait, ce qui fait que bah, le faux pas va se déclencher et bah, justement vous perdez toute votre jauge de TM, donc ça c'est vraiment très fort hein, je trouve comme malus. Si il dissipe toutes les améliorations de la cible ennemie et inflige immunité aux améliorations pendant 2 tours. Donc lui, vraiment, en termes de malus, il est vraiment bon. Puisqu'il va mettre confusion, faux pas, immunité aux améliorations. Donc vraiment très 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 intéressant comme personnage. Donc voilà, hein, c'est pour ça que le kit des deux héros de la résistance est plutôt insane, je trouve. On va passer au vaisseau, parce que là, ça va être la partie la plus... Je dirais la plus stressante, mais bon, visiblement pas trop. Bon, bah, on va tomber tout ça, écoutez. Hop, Bistan. On va mettre un petit Biggs pour la sûreté et on est parti. Bon, là le gros du match est terminé. On a fait les grosses teams, les gros combats. Là on n'a plus que des petits vaisseaux et des petits personnages à tomber qui sont pas très bien gear. Moi j'ai encore du très lourd, ce qui fait que bah, je vais passer au travers assez facilement. Mais ne partez pas puisque on va quand même pouvoir apprendre quelques petites choses encore.
Alors pour les vaisseaux, vous attendez pas à quelque chose d'exceptionnel. Je vais passer dessus comme un couteau dans du beurre. Vous voyez, hein, hop. On est sur du 71, 69 bannières, j'allais dire 71, mais non, loin de là. Hop, et là on va mettre le négociateur, hop, tac, tac, tac. Hop, on met même pas de renfort. C'est pour dire le non-respect. Mais voilà. C'est parti. Donc là, ouais, la plus grosse menace, ça reste Bistan quand même. Hop. Bon, il est déjà assez low en vie, on va pas lui mettre une masse assist en plus dans les dents. Hop. Et oui, comme ça on touche les deux. On va mettre une basique pour finir le combat. Vous voyez, les renforts n'ont servi à rien, Plo Koon n'a servi à rien, donc voilà, 70 bannières, c'est pas mal. Le maximum étant 72, en gros 72 bannières, c'est un seul vaisseau qui va finir full vie, full protection, mais pouvoir faire ça, c'est quand même assez rare, donc voilà. Hop, donc on a tombé la flotte, hein. Et donc là, il reste deux teams. Alors là, je vais utiliser Padmé versus Kylo. Tac, voilà, comme ça. Alors, quelque chose que je vous disais, hein, je vous disais à l'instant, pendant que je faisais les vaisseaux, que on va pouvoir apprendre quand même encore quelque chose. Alors là, ça va pas être très significatif, parce que bon, j'ai quand même un avantage de gear vraiment conséquent, hein. Le personnage le plus haut en gear en face est G11, c'est le Kylo sans masque. Et moi, mon perso le plus bas en gear, c'est du Relic 3, donc autant vous dire que on est sur un no match. Mais c'est vrai que on va pouvoir apprendre quand même quelque chose, c'est que Padmé est un très bon counter au FO. Alors, ça aurait été plus significatif si en face on avait eu du G13, très clairement. Ce qui n'est pas le cas ici, évidemment, hein. Mais ça aurait été plus significatif dans le sens où j'aurais pu vous montrer à quel point Anakin est très efficace contre Kylo Ren. En fait, Kylo Ren, c'est un personnage qui va énormément régène, euh, notamment grâce à son leader, qui fait qu'il va récupérer 5% de santé et de protection pour chaque malus et bonus qu'il va se prendre. Donc c'est vraiment très 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 fort, hein. Et Anakin en fait va empêcher cette capacité de lead, parce que bah, avec l'immunité aux soins, il ne peut pas récupérer tous ses bonus. Donc là vraiment je passe au travers sans trop de difficulté. Mais c'est vrai que si la team en face avait été plus forte, bah, j'aurais quand même utilisé cette team, hein. Bon, 59 bannières, j'ai perdu un peu de protection sur deux personnages, c'est pas très grave. Euh, donc voilà, donc ouais, Kylo Ren, vraiment assez faible face à Anakin, qui Anakin vraiment va mettre ses malus de santé. Il va également mettre son malus de santé sur le Kylo Ren, les deux Kylo Ren en fait, ce qui fait qu'ils vont pas pouvoir très bien se régénérer. Le Stormtrooper aussi peut être amené à subir euh, l'immunité aux soins qui peut être assez utile, puisque lui aussi, en fait tous les personnages, s'ils subissent l'immunité aux soins, se retrouvent entravés en termes de soins, parce que la capacité de chef de Kylo Ren, c'est 5% de santé et de protection récupérée pour chaque bonus. Ça concerne tout le monde et pas seulement Kylo Ren. Ce qui fait que l'immunité aux soins sur tous les personnages est intéressant. Mais encore plus sur Kylo Ren, puisque Kylo Ren c'est vraiment un personnage qui régène énormément et qui a beaucoup beaucoup de santé. Et comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, l'ordre des états, je sais pas si je l'ai sorti d'ailleurs, donc j'aurais peut-être l'air un peu bête. Mais comme je le disais, les états de Kylo Ren sur le lead, vraiment très fort pour le rendre puissant, parce que 5% de santé de protection sur 100 000 de santé, c'est pas la même chose que sur 20 000 de santé, vous voyez. Donc voilà, très intéressant. C'est pour ça que ouais, Padmé reste un très bon counter au FO, et pour ça que je l'ai utilisé. Donc là, il me reste une team un peu bizarre. On a un mélange de soldats de l'Empire, d'Empire, de tanks. C'est un peu bizarre. Les soldats de l'Empire, on a tendance à avoir vraiment beaucoup d'attaquants pour exploiter à fond le Zeta de Stark et de Virs. Donc là, lui, il a que le Zeta où en gros, à chaque fois qu'ils vont gagner 10% à chaque fois qu'ils vont gagner une amélioration, ils vont gagner 10% de jauge de TM. Donc, euh, donc voilà. Mais ouais, là vraiment, il n'y a pas grand chose de très fort en face, et surtout pas du bon gear. Donc voilà. En tout cas, moi, il me reste pas grand chose en termes de personnages. On va utiliser nos Géonosiens. Euh, Pourquoi? Parce que bah, c'est probablement la seule team qui me reste. Ouais, j'ai une team FO où je pourrais utiliser Phasma Lead, parce que c'est le seul lead du premier ordre qui me reste, avec Kylo, Stormtrooper et les deux pilotes sans doute. Mais c'est pas une team très forte.
comparé aux Géonosiens par exemple. Et bah, les Géonosiens, je m'en sers jamais. Je les mets tout le temps en défense, donc je vous montre jamais du gameplay Géonosien. Donc pourquoi pas, hein, on va... Voilà, aujourd'hui c'est vraiment le match où on change nos habitudes. Et ça a du bon vraiment, hein, changer ses habitudes sur Star Wars, c'est quelque chose qu'on fait pas assez et qu'il faudrait faire plus souvent. C'est changer ses habitudes, pas toujours utiliser les mêmes counters. Parfois changer ses modules, ses sets de modules, tester d'autres modules, voir ce qu'il y a de plus efficient. Pas quelque chose que je fais, moi, pas du tout même, mais, euh, mais qu'il faudrait bien évidemment faire. Hop, euh, hop, hop, full vie, full protection. Peut-être que oui, peut-être que non. Telle est la surprise, oui, 60 bannières. Les Géonosiens, ça c'est vraiment une team assez qui tout double. Alors là, c'était pas vraiment qui tout double parce qu'en face, ils n'ont pas eu trop le temps de jouer. En fait, le problème des Géonosiens, c'est que c'est soit 50 bannières, soit 55, soit 60. C'est très rarement entre ces chiffres. Pour la simple et bonne raison que à chaque fois qu'un ennemi va jouer, toute la santé et toute la protection de vos Géonosiens va s'équilibrer entre elles. Donc ils auront tous le même pourcentage de protection, tous le même pourcentage de santé. C'est-à-dire que si votre adversaire va mettre énormément d'attaques sur un personnage, des bonnes attaques, et que votre Géonosien va finir très bas en protection, tous les Géonosiens vont se rééquilibrer en termes de protection, ce qui est très bien, attention, hein, puisque ça permet à vos Géonosiens de tanker énormément. Mais le problème, c'est qu'en termes de bannières, bah, vous perdez 5 bannières d'un coup, puisque il y a la protection qui saute en fait. C'est également la même chose si vous perdez bah, toute votre protection et de la santé. Du coup, vous perdez vos 5 bannières de santé, ce qui fait que quand vous rééquilibrez votre santé, bah, vous rééquilibrez votre santé, votre protection, et vous finissez pas full vie, pas full protection sur tous vos Géonosiens, ce qui vous fait perdre 10 bannières vraiment en assez peu d'attaques finalement. Donc ça, faut faire attention. Heureusement, le heal sur la capacité de jeu, bah, la capacité de l'alpha, euh, bah, la capacité de heal de l'alpha justement va vous permettre de soigner énormément vos personnages, ce qui fait que vous pouvez récupérer pas mal de bannières, et si c'est lancé en fin de combat, bah, il y a la possibilité de récupérer toutes vos bannières, ce qui est pas trop mal, c'est pour ça que je dis que c'est qui tout double, hein. C'est que vous pouvez soit tout récupérer, soit justement finir le combat avant d'avoir pu lancer ce heal, comme à l'instant par exemple. Bon, moi, c'était pas très grave dans cette compo parce que le combat était assez plié, ils ont pas eu trop le temps de jouer, etc. Mais c'est vrai que dans un combat plus tendu, eh bien là, j'aurais sans doute pas eu le temps de lancer ce heal par exemple. Donc ça, c'est intéressant. Euh, donc oui, il y a le heal qui est pas trop mal. Il y a aussi il y a ce petit quelque chose. Alors je sais plus, c'est peut-être sur la capacité de chef de l'alpha. Je vais regarder ça tout de suite avec vous parce que c'est important. Alors mon alpha, il est ici. Alors c'est peut-être ici. Hmm. Voilà, les alliés géonosiens récupèrent 3% de protection lorsqu'ils utilisent leur capacité de base. Donc toujours privilégier la basique si vous voulez régénérer. C'est d'ailleurs pour ça que sur l'espion, j'ai pas one shot le personnage avec l'esprit, bah, la frappe silencieuse par exemple. Enfin bref, ce genre de truc. Ça c'est une chose. Et aussi on a normalement sur Sunfac un petit truc assez intéressant. Une capacité assez sous-exploitée, pour une raison assez apparente que je vais vous expliquer. C'est subjuguer, voilà, qui va vous donner normalement... C'est ça qui utilise inflige jamais d'attaque. Alors je vérifie, hein. Voilà. Lorsque Sunfac utilise la raillerie, donc ça c'est sur l'unique bonus de conscience collective, lorsque Sunfac utilise la raillerie, il obtient un bonus de défense, un bonus de santé, un bonus de vol de santé pendant 2 tours, et les autres alliés géonosiens obtiennent ces améliorations pendant 2 tours lorsque Sunfac arrête d'utiliser la raillerie. Et ça c'est quelque chose d'assez intéressant, assez sous-exploité, et ça peut se comprendre, et je vais vous expliquer après pourquoi. C'est ce vol de santé qui vous permet de régénérer en fait tout simplement. Donc ça à utiliser si vous avez besoin de heal votre santé, ça peut être assez cool. Je sais pas si le vol de santé ça fonctionne pour la protection, mais au moins pour la santé en tout cas. Donc vous utilisez subjuguer avec Sunfac, ce qui vous confère la raillerie et vous donne un gain de santé, etc. Et si votre Sunfac se fait dispel ou qu'il arrête d'utiliser la raillerie, ça va donner tous ces bonus à vos alliés géonosiens.
ce qui va me permettre justement ce vol de santé sur tout le monde pour pouvoir frapper les adversaires et récupérer de la santé. Là où justement je vous disais à l'instant que c'est pas très utilisé, c'est parce que ça donne la raillerie à Sunfac. Et c'est là un peu le problème, c'est que ça donne la raillerie à Sunfac et en fait le but général c'est qu'on veut que ce soit la brute qui utilise la raillerie, puisque la raillerie sur la brute est plus utile que sur Sunfac, car la brute contre-attaque naturellement tout le temps. Là, vous allez me dire, mais oui, mais Sunfac fait exactement la même chose, certes, mais Sunfac fait moins de dégâts sur ses contre-attaques, même sur ses attaques en général. Ce qui fait qu'on préfère que ce soit la brute qui va lancer sa contre-attaque pour mettre plus de dégâts, parce que si le brute fait plus de dégâts, ça retire plus de santé, et ça fait plus de santé à récupérer à votre adversaire. C'est pour ça que c'est plus intéressant d'avoir une raillerie sur la brute. Donc ouais, c'est intéressant, mais ça reste quand même très utile pour Regen, hein, ça peut être plutôt cool. Donc voilà hein, pourquoi les Géonosiens c'est un peu qui te double, mais c'est vrai que bien utilisé avec un bon timing, ça peut être plutôt intéressant, hein. Donc voilà. Enfin bref, on est à 50 minutes de vidéo, j'espère vraiment que ce match vous aura plu. Donc c'est une victoire, je suis pas revenu dessus parce que voilà, donc on va regarder le score, voilà, 2140 bannières, c'est quand même un score assez efficient. Notamment quand on sait que voilà, mon adversaire s'est planté une fois ici et un total de 6 fois en haut. Enfin, il s'est planté une, deux, trois, 4 fois en tout. Parce qu'on va dire que quand il achève les teams, c'est une réussite, on va dire. Mais on va dire qu'il s'est planté 4 fois et même s'il venait à clean-up, il serait obligé d'utiliser encore 2 teams. Donc ouais, bon, voilà quoi, c'est une victoire plus qu'écrasante, on va dire. Donc voilà. Très efficient, une victoire. Enfin bref, j'espère que ce match vous aura plu. J'ai essayé d'expliquer vraiment un maximum de choses. J'avais vraiment, ça, en tout cas moi ça m'a beaucoup plu. J'ai pris pas mal de plaisir à regarder ce match quand même. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu et que les explications vous auront été utiles. On se retrouve pour la dernière semaine de la Grande Arène en Division 1 de cette, c'est ma première saison en Division 1. Donc je vous donne rendez-vous pour les 3 derniers matchs pour savoir si je vais passer Kyber. D'ici là, portez-vous bien.